Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien exclusif avec le ministre congolais des Finances et du Budget, Calixte Ganongo, président du comité ministériel de l'Union monétaire d'Afrique centrale et président du conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui est pratiquement à la fin de son mandat. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons en tant que président du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Avant de commencer, je vais d'abord rappeler à tous ceux qui nous suivent que depuis le 1er janvier 2017, la présidence tournante du comité ministériel de l'Union monétaire d'Afrique centrale est assurée par le ministre congolais des Finances et du Budget, Calixte Ganongo. Ainsi, pendant 12 mois, il a présidé aux destinées des organes et institutions spécialisées de l'UMAC. Il s'agit de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, la Commission de surveillance des marchés financiers de l'Afrique centrale, la COSUMAF, et enfin le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Dans cet entretien exclusif avec le président de l'UMAC, nous allons évoquer toutes les questions ou les principales questions liées à la gestion de ces institutions pendant sa présidence. Je vais donc poser la première question au ministre. Monsieur le ministre, s'agissant de la BEAC, quelles sont les principales actions que vous avez menées au sein de cet organe durant votre mandat? Vous me permettrez, madame, de saluer aussi tous ceux qui nous suivent. À propos de votre question, pour y aller directement, je voudrais dire simplement que les actions que j'ai menées, non. Il s'agit d'institutions communautaires bien organisées. Et il est clair que quand on en assure la présidence, on ne fait qu'accompagner en réalité. Et c'est ainsi que, bon, il s'agira peut-être de parler de ce qui a été fait, les évolutions qui ont eu cours. Et vous commencez par la BEAC, la Banque centrale. Nous avons trouvé la Banque centrale un peu à la fin du mandat de pratiquement tout le gouvernement. Et il y a eu donc un changement de gouvernement. Le gouverneur devait remplacer le sortant, à l'époque M. Lucas Abagat-Chama, et le nouveau c'est M. Abbas Toli, que nous avons eu l'honneur, l'insigne honneur, j'allais dire, d'installer ici même à Yaoundé. Et ça, c'était une action très forte, en tout cas, au moment où je débutais mon mandat. Et ensuite, puisqu'il ne s'agit que de parler des faits saillants, on va dire qu'un autre point d'évolution très très important, c'est qu'en dehors de l'installation de l'ensemble du gouvernement, il y a eu quand même le changement des statuts. Le changement des statuts, là aussi un changement qui montrait les évolutions, en ce sens que, vous savez, madame, au niveau international, la position des banques centrales vis-à-vis des États est telle que, en règle générale, ce qui est requis pour les banques centrales, c'est l'indépendance vis-à-vis des États. Et donc, il y avait un petit retard de ce côté. Et donc, un des faits saillants, ça a été quand même d'essayer d'arrimer les statuts de cette grande institution aux standards internationaux, c'est-à-dire de consacrer un peu son indépendance vis-à-vis des États. Mais en termes de politique, il reste que c'est toujours un grand débat entre les politiques de l'État, des États et les politiques des banques centrales. En ce qui nous concerne, nous avons réussi cet exploit. À l'origine, c'était très très difficile parce que, justement, comme je disais tantôt, pour trancher cette question d'indépendance vis-à-vis des États, ça a été très très difficile. Ça, en ce qui concerne la Banque centrale,
Nous avons pu arbitrer, moi je le tiens du discours de fin de mandat qui a été adressé par le ministre, un des ministres désignés de la zone à mon endroit. Le mérite que nous pouvons avoir aussi à certains moments, c'est d'avoir arbitré des cas assez complexes. Par exemple, l'endettement des États, je ne sais pas si il faut en parler maintenant. Voilà, on a eu à faire des arbitrages qui ont quand même fait bouger les lignes. Justement, à propos, Monsieur le ministre, parmi les problèmes qui ont semblé plomber les ailes de cette banque, il y a l'endettement des États vis-à-vis de l'Institut d'émission. Comment cette question a-t-elle été résolue? C'est une évidence. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, au niveau de la zone, c'est mal qu'on parle de crise. Et on ne parle pas encore de sortie de crise. La crise est encore là. Il est clair qu'à son début, ça a été très très difficile. Et il ne faut pas oublier que sur 6 pays de la zone, 4 sont quand même des pays pétroliers. Et avec la chute drastique du prix du baril de Brent sur les marchés, il y a une crise profonde qui a amené cette crise, emmené une crise financière. Et donc les États étaient comme obligés, pour combler leur budget, de s'adresser à la Banque centrale, qui, à l'évidence, n'avait pas les moyens de subvenir à tous les besoins des États. Et puisqu'il fallait qu'elle s'y mette, eh bien, on peut comprendre que cela ait ruiné un peu les disponibilités de la banque. Alors comment cette situation a été résolue? Évidemment, les États en étaient très conscients. Et au niveau du comité ministériel, quelques suggestions ont été faites au sommet des chefs d'État pour qu'à ce niveau on saisisse l'importance du phénomène. Nous ne pouvions pas laisser longtemps notre banque centrale dans cette situation et donc les chefs de l'État avaient décidé d'ordonner au ministre d'aller dans le sens d'une consolidation des avances exceptionnelles que les États avaient reçues. Ce que je n'ai pas dit dès le début, c'est que lorsqu'on a octroyé ces avances, à un moment donné, compte tenu de la profondeur de la crise, ça ne suffisait pas. Et on a toujours pris, et on a toujours pris, et on a fini par crever le plafond pour, en tout cas, la plupart des pays. Nous devons saluer un seul des 6 pays, c'est le Cameroun, dont le dépassement n'était pas de nature vraiment à plomber la situation de la banque d'émission. Mais pour les autres pays, la situation était quand même assez grave. Donc, suivant instruction des chefs d'État, le comité ministériel avait eu à, ça fait pas très longtemps, à demander la consolidation de ces avances en emprunt. On a pu faire en sorte que ce soit transformé en un emprunt de 14 ans de maturité et avec 4 ans de différé de paiement. Aujourd'hui, ça a considérablement soulagé la Banque centrale parce qu'on redoutait qu'elle puisse continuer sur cette lancée. Certaines banques de la CEMAC, pourtant solvables, étaient à court de liquidité, c'est-à-dire de cash. Comment la BEAC a-t-elle pu ressourcer ces banques? Là aussi, c'est un grand débat. Le besoin de financement des banques, c'est un débat qui court jusqu'à aujourd'hui. Et la BEAC, compte tenu de ses moyens, en fait, qui ne sont pas destinés forcément, ou alors rien qu'à renflouer les disponibilités des banques qui en ont besoin, a également souffert de cette situation au plan où il a fallu essayer de régenter le phénomène en faisant en sorte que, et d'ailleurs ça fait pas très longtemps qu'un texte qui réglemente un peu
cette facilité de Banque centrale a été signée, a été adoptée. Il s'agit du texte sur l'octroi de la liquidité d'urgence qui permet à cette banque, en toute discipline, de voir dans quelles circonstances elle peut emmener à supporter la situation des banques. Parlons de la COBAC à présent, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, qui est le gendarme, hein, si on peut le dire, du secteur bancaire. Cette commission a connu une certaine défaillance dans la supervision du secteur des microfinances. Quelles sont les stratégies qui ont été adoptées pour recadrer son action? Je ne peux pas à proprement parler de défaillance en soi. Il faut reconnaître l'importance de la COBAC dans le phénomène de la moralisation du secteur bancaire qui a un travail énorme. Et aujourd'hui, nous avons renforcé l'organisation de la COBAC. Nous avons renforcé aussi son champ d'action qui s'est étendu, s'il ne l'était déjà, au niveau de la microfinance, dont on a pu déplorer depuis toujours que, en tout cas, la réglementation en matière de microfinance n'était pas vraiment au goût du jour. Et ce qui a pu être fait au niveau du comité ministériel, justement, c'est d'adopter de nouveaux textes pour régir le fonctionnement des microfinances. Vous savez, dans beaucoup de pays, je ne sais pas s'il faut en accepter certains, c'est un problème, le fonctionnement des microfinances. Il était donc urgent, justement, qu'on essaie de mettre en place des règles strictes. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un cadre réglementaire du fonctionnement des microfinances dans la zone CEMAC, et c'est une avancée, on va dire, importante. Nous venons de recevoir sur ce plateau une de nos consoeurs de la radio-télévision camerounaise, la CRTV. Il s'agit de Mélanie BTB. Alors, Mélanie, nous allons à présent aborder un autre dossier, c'est le dossier COSUMAF. Je vais donc vous laisser poser la question. Merci Monsieur le ministre. Merci surtout d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu de questions-réponses. Comme l'a dit ma consoeur, la commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale a connu une certaine léthargie. Certains ont dit que c'était à cause de la coexistence de deux bourses dans la sous-région, notamment la bourse des valeurs de Libreville et une autre bourse à Douala. Est-ce que le fait d'avoir eu ces deux bourses comme ça qui fonctionnaient de manière un peu plus ou moins autonome ou alors plus ou moins contradictoire, est-ce que cela a gêné véritablement le COSUMAF? Merci madame, vous me permettez aussi de vous saluer et justement pour répondre à votre question, on va dire simplement que les chefs d'État au sommet d'octobre de N'Djamena ont pris deux décisions très importantes. La première, c'était la libre circulation des biens et des personnes. Et la deuxième, justement, c'est l'unification des deux bourses. Celle qui était installée à Libreville et celle de Douala, la Douala Stock Exchange. Mais il se trouve que on peut comprendre la décision qu'il a emportée sur l'autre du point de vue de la réaction de la population de la CEMAC. Ça a été forcément celle de la libre circulation des personnes. Elle a quelque part éclipsé un peu la portée de l'autre décision. Ce qui nous réunit aujourd'hui, je parle de réunions que nous venons d'avoir et l'intérêt des questions aussi que vous posez, est d'une importance capitale. Parce que, il faut l'avouer, nous sommes très en retard par rapport à nos frères de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et aujourd'hui, il faut peut-être avouer, vous avez raison, madame, de dire que le marché financier a souffert un peu de ce dualisme, on va le dire, inutile.
Avec cette harmonisation, on est sûr que le marché financier d'Afrique centrale sera un peu plus dynamique. Nous l'attendons parce que pas seulement cette unification, mais nous venons également de redynamiser la COJUMAF en nommant de nouveaux dirigeants, des personnes de très très grande considération, avec une équipe qui a été même entérinée aujourd'hui même par le comité ministériel. On a essayé de parfaire l'organisation. Moi-même, j'ai installé le responsable à Libreville. Nous espérons, nous attendons justement. On a un cahier de charge qui a été imparti à la nouvelle équipe. On espère, en toute logique, qu'avec l'organisation qui a été mise en place, nous allons avoir un marché financier assez prolixe, on va dire. Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir justement sur ce marché financier et sur l'emprunt obligataire. Pas mal de pays de la sous-région, notamment le Cameroun, le Gabon, le Tchad et le Congo même se sont livrés à cet exercice de lancer des emprunts obligataires. Est-ce que cela a impacté les opérations justement au niveau de la COJUMAF? Absolument, absolument. J'ai eu l'occasion de regretter justement que le Congo, mon pays, soit le dernier. Parce que tout le monde, au niveau de la zone, s'est mis à cet exercice. On peut noter aussi qu'en ce qui concerne par exemple le Gabon, le Tchad, ils en sont déjà 3 lancements, peut-être même 4. Et donc avec le Congo, eh bien, tout le monde y est passé. D'où l'importance, comme on venait de le dire, de la COJUMAF, qui est la chambre de surveillance justement du marché financier. C'est ça, cette surveillance qui donne la confiance aux investisseurs. Donc nous attendons beaucoup de la COJUMAF. Monsieur le ministre, parlons du GABAC à présent, le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Quelles sont les avancées constatées durant cette année? Les avancées, là aussi, comme toute œuvre qui démarre, hein, on peut dire qu'il y a eu quelques petites lourdeurs au départ. Aujourd'hui, l'organisation est renforcée. On peut vraiment parler d'avancée. Une nouvelle équipe est partie, une nouvelle équipe arrive avec un cahier de charge précis. Par exemple, pour leur donner les moyens de leur action, il a été adopté une directive au niveau du comité ministériel, une directive SEMA qui devra régir un peu le champ de leur activité. Donc on peut considérer que là aussi il s'agit des attentes et c'est une grande avancée. Oui, depuis le 5 septembre dernier justement, le GABAC s'est ouvert aux autres pays qui ne font pas partie de la sous-région SEMA. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à ce que cette structure, qui est une structure sous-régionale, s'ouvre à d'autres États de la zone SEMA? Absolument, madame. Il faut comprendre dans le GABAC qu'il y a une grande dimension, non pas seulement du blanchiment, mais il y a aussi la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, le terrorisme, ce n'est pas un fait d'actualité. Le terrorisme, on croit qu'il est chez l'autre, mais aujourd'hui, les communications vont tellement vite que, en réalité, lorsque vous croyez qu'il est chez l'autre, il est chez vous-même. Et donc, vous pouvez penser qu'il est utile aujourd'hui de mutualiser les efforts pour lutter contre ce phénomène. Il y a eu l'entrée de la RDC. C'est très très important pour nous. Je veux parler du Congo parce qu'on est mitoyen. C'est un pays frère avec qui nous partageons une longue frontière. Et d'autre part, on peut aussi parler de la coopération avec des organismes qui luttent contre le non-gouvernemental, bien sûr, qui luttent contre le blanchiment. Et on va parler du GAFI, qui est le pendant international du GABAC. Et vous avez fait allusion au pays, il y a aussi la France, dont on peut penser qu'avec son expérience, juridique, matérielle, c'est des gens suffisamment expérimentés pour nous aider à lutter valablement contre le blanchiment et le terrorisme en même temps.
la situation économique du Congo. Comment se porte le Congo au jour d'aujourd'hui? On a lu, on a entendu tout ce qui a été dit au sujet de la mission du FMI qui est passée par Chauveau. Est-ce qu'il y a des raisons de rassurer le peuple frère que le Congo est sur la bonne marche et que le Congo fera tout ce qu'il faut pour que nous sortions tous de la crise économique qui sévit dans la sous-région? Merci madame, je suis en train de sourire parce que tousser au moment où on pose cette question suggère beaucoup de choses. Et ce que je veux dire, j'ai personnellement été rassuré par la solidarité de la zone. Je pense que ça apparaît dans le communiqué final. Le Congo, en réalité, ce n'est un secret pour personne, est un pays en difficulté. Et donc, qui est allé, comme tous les autres. Je veux rappeler la décision prise par les chefs d'État à Yaoundé, à fin 2016, d'aller au programme pour le redressement budgétaire, pour essayer de retrouver les équilibres financiers afin de relancer l'investissement. Donc le Congo n'échappe pas à cette règle. Nous avons discuté avec le Fonds monétaire international. Nous sommes avec la Guinée équatoriale parmi les derniers. Nous avons eu beau rôle de dire à un moment donné que le retard que nous avions pris dans les négociations était simplement dû au fait qu'on voulait d'un cadre macroéconomique assez précis pour qu'on sache quelle est l'ordonnance qui devrait nous être dédiée pour justement le programme. Nous en sommes aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les équipes du Fonds monétaire international sont parties de Brazzaville hier ou avant-hier, avec un communiqué final qui se veut rassurant. Leur conseil d'administration, c'est en février ou en mars. Nous avons bon espoir que le dossier passera en mars et que nous allons très vite. Et c'est l'engagement que nous avons aussi pris pour rassurer les autres pays, comme vous le dites. Nous allons vite signer pour rejoindre les autres. Pourquoi? Parce que nous avons parlé aujourd'hui de ce que toutes les décisions que nous avons prises au niveau du PREF-CEMAC, le programme de réforme économique de la CEMAC, doivent compter de tout leur poids pour que au niveau du Fonds monétaire international on en tienne compte. C'est le Fonds monétaire international lui-même qui parlait de la solidarité au niveau de la zone pour éviter un risque systémique. Et donc on peut penser légitimement qu'il ne leur échappe pas aussi que les pays doivent être groupés. Il n'est pas question d'isoler ce qu'on appelle les passagers clandestins. Et non, nous pensons avoir rassuré les autres quant à notre engagement d'aller au programme. Pour terminer, Monsieur le ministre, vous passez le témoin de la présidence de l'UMAC à votre homologue gabonais. Avez-vous le sentiment d'avoir accompli votre mission? C'est une question, madame, très très difficile de répondre. Comme j'ai dit dans mon introduction, il ne s'agit pas d'un bilan. On ne peut pas s'approprier les avancées des institutions aussi organisées, aussi planifiées. On va dire qu'on les accompagne. Vu comme ça, je vous dis tout à l'heure que j'ai bénéficié de beaucoup d'attention à travers le discours qui m'a été décerné, je veux dire décerné à mon honneur par un des représentants de mes confrères. Vu comme ça, oui, je veux dire que je pars avec le sentiment du devoir accompli. Mais loin de moi l'idée de m'approprier les avancées dans le secteur. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de vous livrer à cet exercice qui n'est toujours pas facile. Merci Mélanie pour la collaboration. Et merci à vous tous qui nous suivez. Excellente suite de programme sur Télé Congo. Au revoir.